Bonsoir. C'est une autre semaine d'actualité qui vient de s'écouler. En compagnie de nos experts maison, nous reviendrons sur l'essentiel de l'information de ces derniers jours. Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Eh bien, il s'agira entre autres des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la cherté de la vie. Des décisions du gouvernement à la suite de l'effondrement de plusieurs immeubles à Abidjan et de la suspension du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oui, nous sommes jeudi. Jeudi, c'est jour de décryptage. Jeudi, il y a sur ce plateau comme un air de décryptage. À quoi vous attendiez-vous Madame, bonsoir, Rayana. Bonsoir, Brice. Toute de noir vêtue. La petite robe noire. Woman in Black. Ah, ça C'est un rend un nouveau peu... film que C'est je chante. intriguant. C'est ça, c'est mystérieux. Est-ce que tu vas bien? Ça va très très bien, merci. Content de te retrouver. On vous aime beaucoup, Rayana. Merci, je vous aime aussi. Bon, alors les autres... The Man in Black. Voilà, Men in Black. Black. Elle l'a bien remarqué. André, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Ça va. Et on parle de film aujourd'hui. Vous allez faire Mr. et Mrs. Smith. Vous regardez le film? Ah ouais, ça c'est vrai, ce film, je l'ai adoré. Très très bien. Élisée pourrait se retrouver dans un Titanic, non, pas du tout. Un remake où tout se passe bien, où rien ne... Un film d'espoir en tout cas, d'optimisme, serait indiqué. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien, et vous-même? Ça va très très bien. Et puis, on ne parlera pas de PSG, on ne dira pas que Nicolas Pépé n'est pas présent, mais Alain Toussaint est avec nous. On parlera, bonsoir, Bonsoir Alain. on parlera de Sandokan et la tigresse. Non, non, c'est pas Une petite vrai. anecdote liée à la culture musicale d'Alain Toussaint. En tout cas, vous êtes tous présents, ça nous fait plaisir. Bon, enfin, on est jeudi, donc on a un petit air de décontracté. Mais il y a des sujets très sérieux à aborder et on doit en débattre. Ce sera juste après ceci. Sujet qui intéresse de nombreux Ivoiriens, en tout cas, et j'ai même envie de dire qui va au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est la question de la cherté de la vie. Mais bon, nous concernant en Côte d'Ivoire ici, notre gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, donc a pris un certain nombre de mesures. On en parle un tout petit peu avec vous, Élisée. Le gouvernement ivoirien a décidé de porter de la voix. Bien évidemment, suite à tout ce qui s'est Et passé, donner de la voix surtout, c'est l'expression. suite à ce qui s'est passé durant ces dernières semaines, l'actualité concerne avec la cherté de la vie, le gouvernement a décidé de monter au créneau. Déjà, le Premier ministre l'avait annoncé quand il a rencontré les différents acteurs de la vie économique du pays, notamment les productrices de vivriers, les transporteurs et également, disons, les industriels. Il avait évoqué la question de certain nombre de mesures que le gouvernement allait prendre assez rapidement, mais bien évidemment en accord avec les acteurs de la vie économique du pays et à qui il avait demandé de faire des propositions. Donc, disons une semaine, juste quelques jours après, parce que c'était jeudi dernier, on voit que juste quelques jours après, on a des résultats. Disons une semaine après, on a des résultats. Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qu'il me plaît, avec votre permission, d'évoquer quelques-uns par exemple. Ils ont parlé du subventionnement partiel des prix des produits pétroliers, tels que le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant d'environ 55 milliards de janvier à mars 2022. Le plafonnement sur 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Et enfin, l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Il s'agit notamment de la viande, du poisson, la viande de bœuf, la viande de mouton, la viande de porc, en tout cas un ensemble du sucre, un ensemble d'éléments. Je crois que de 4 produits dont les prix étaient plafonnés, nous sommes aujourd'hui à 21 produits. Voilà que le gouvernement a recensé qui ont donc les prix plafonnés. Donc ça dit qu'il y a un certain nombre de mesures quand même que le gouvernement a voulu prendre. Ok. André? Oui, ce sont en tout cas des décisions qui montrent que le gouvernement a décidé de s'engager, que la question n'était pas simplement, j'allais dire conjoncturelle, mais il y avait justement en lame de fond, il y avait une inflation qui avait été plus ou moins reconnue sur l'ensemble même des pays de l'UEMOA
Et donc, il fallait réagir. Mais on peut afficher quand même un peu de scepticisme, parce que je disais pas l'optimisme. Moi, à mon niveau, c'est sûr, des produits, on voit à l'écran, comme la viande, comme des choses comme ça. Moi, je pense que... je ne sais pas s'il y a un mécanisme qui peut correspondre à notre modèle commercial, parce que le boucher qui n'est ni soumis à la TVA, qui n'a pas une entreprise qui est, j'allais dire, régulièrement inscrite auprès de nos services, enfin, je ne sais pas comment on va soutenir ce dernier pour qu'il maintienne le prix au prix qui est censé être réglementé. Donc, Alors, je pense que... en gros, sinon, bon, en grand, vous n'êtes pas satisfait? Non, Ces c'est mesures- pas en il termes de s'interroge. satisfaction. Voilà, je m'interroge sur le fait que sur certains produits, pour moi, ça a aussi des effets d'annonce. C'est sur certains produits, je ne vois pas comment, dans un modèle tel qu'il est aujourd'hui, on peut bloquer les prix, par exemple, de la viande. Comment on fait? Parce que pour bloquer un prix, il faut qu'à un instant moment, il y ait une contrepartie entre le vendeur et puis l'État qui le soutient. Avec les boulangers, ça passe parce qu'il y a une histoire de TVA, etc. Mais le boucher, etc., je ne sais pas trop. Donc, on peut s'interroger sur un certain nombre de produits. Bon, voilà. Et puis, bon, après, ils ont élargi aussi, on a parlé d'autres produits qui n'étaient pas forcément des produits de grande consommation. Hein. J'ai entendu des choses comme sur... c'était quel type de produits? Sur les 21 produits qu'ils ont élargis, je crois qu'il y a des produits qui ne sont pas forcément les denrées alimentaires. Je crois D'accord. qu'on va de façon courante. Réna, votre préoccupation, je me souviens, il y a quelques jours, était, en tout cas, l'une de vos préoccupations était la vérification. Tout à fait. Donc, et je crois que le gouvernement vous a entendu, parce que je lis dans les mesures qu'il y a Le renforcement de la surveillance du respect de l'affichage des une prix. campagne de vérification d'instruments de mesure. Aussi. Et je pense que ça répond tout à fait un peu à la préoccupation d'André, parce que ça s'inscrit aussi dans une logique. Quand on parle de vérification, on parle de contrôle. Quand on parle de contrôle, on parle justement de contrôle de ce secteur qui se veut un peu informel. Je pense que c'est le point que tu soulèves. Et c'est l'occasion également de pouvoir accentuer toutes ces mesures qui permettront de recenser ces personnes-là et de trouver les mesures, j'ai envie de dire, palliatives à ce problème. En tout cas, il faut quand même remarquer qu'un effort est fait. L'État entend les préoccupations de la population. De toutes les façons, il fallait bien que ce soit le cas, parce que sinon on s'interrogerait. Mais en tout cas, on voit que ces mesures répondent, en tout cas un tant soit peu, à ce problème et montrent en tout cas la volonté de l'État à accompagner les populations dans ce phénomène qui concerne un peu tout le monde. Alain Toussaint, est-ce que vous êtes d'accord avec Titi Elogne qui nous écrit sur nos pages des réseaux sociaux pour nous dire par exemple que le gouvernement est proactif? Écoutez, moi, je pense que le gouvernement apporte la réponse ou quelques réponses qu'on attendait de lui, parce qu'il faut redonner du pouvoir d'achat aux ménages du pays. Maintenant, reste à savoir si ces mesures-là ne seront pas avec le temps de pures mesures cosmétiques. On parlait du contrôle des prix. Quand on dit qu'on veut agir, par exemple, sur le prix, le plafonnement, sur 3 mois d'un certain nombre de produits de première nécessité, moi je veux bien, mais à l'épreuve, comment est-ce qu'on fait? Dans les marchés, peut-être dans les supermarchés, on pourra. Oui. Mais dans les marchés, donc, là où vont la majorité des Ivoiriens, comment est-ce qu'on pourra mesurer cela? Donc moi, je trouve que c'est bien parce qu'il fallait vraiment réagir, c'est une réponse politique. Maintenant, quelle sera l'efficacité économique et sociale de ces mesures-là? Et il y a, juste pour terminer, une mesure qui m'a un peu surpris, c'est l'interdiction, sauf autorisation du ministre chargé du commerce, de l'exportation des produits vivriers, notamment à Tiéké, enfin, bananes, plantains, manioc. Bon, enfin, je ne comprends pas. On a quand même le droit, quand on est producteur de certains produits, de les exporter. Maintenant, on dit qu'il faut une autorisation. Je trouve ça aussi, vous voyez, on lutte contre la bureaucratie. Ça, je suis pas d'accord avec toi, non, mais je vais terminer, André. On aurait dû faire le contraire. C'est-à-dire ceux qui importent le riz. C'est plutôt l'importation du riz qu'on devrait limiter et permettre le développement de la riziculture dans notre pays. Donc, il ne faut pas non plus qu'on inverse les priorités. Moi, je pense qu'il y a des millions de jeunes qui sont en quête de travail, qui s'ennuient, qui se livrent à pas mal de choses qui sont condamnables. Il faut les remettre au travail. On a de la main-d'œuvre, des forces vives qui demandent qu'à travailler. Donc, il faut peut-être... Je ne suis pas d'accord parce que, prenons même son dernier exemple, c'est-à-dire qu'on commence à limiter l'importation quand déjà on a un système productif qui fonctionne. Mais bien sûr, oui. Bien, voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer. Voilà. Il faut d'abord investir massivement
dans le système de production, se disant d'ici 2-3 ans. Donc c'est la mesure qu'on aurait dû annoncer. C'est ça, par exemple. Non, c'est pourquoi je disais, je n'étais pas d'accord quand tout de suite on bloque l'importation. Mais je ne suis pas d'accord avec lui sur le côté de l'exportation, parce que je prends l'exemple des pays comme le Vietnam et les grands pays, la Thaïlande, qui produisent le riz. Ah, mais je veux dire qu'ils exportent, mais c'est très contrôlé par l'État. C'est-à-dire que c'est pas... ils s'assurent d'abord qu'ils règlent le problème de la consommation. au plan national. Avant Et le surplus donc, est exporté. Ici, on n'a pas dit qu'on limite, on dit on interdit. Non, mais ça Interdit c'est et contrôlé. limité, c'est totalement Je différent. pense que ce n'est pas interdit, je ne sais pas si c'est le mot. Mais si, c'est l'interdiction, sauf autorisation du ministre Voilà, sauf chargé du autorisation, commerce je veux de dire. l'exportation de Il y a- produits. voilà, c'est-à-dire que, Ça vraiment, pose quand même par problème. exemple, aujourd'hui... On contrôle, parce que Voilà, l'autorisation, on contrôle, c'est en fait, juste un pour peu ça. contrôler. Parce qu'aujourd'hui, on connaît, il y a des femmes aujourd'hui qui produisent des tonnes et des tonnes d'attiqués. Et ces femmes-là, je veux dire qu'elles ont un système d'exportation qui fonctionne plus ou moins bien, parce qu'il y a nos compatriotes aux États-Unis, en France, qui en commandent. Si, par exemple, elles exportaient, 3 tonnes par mois, je veux dire qu'elles vont demander au ministère du Commerce, qui va dire, bon, OK, là, compte tenu du fait que quand même, il faut penser à ce qui se passe ici, vous allez en exporter plutôt 1,5 tonne. Oui, mais là, Mais c'est la là, pire pour des- le- c'est la pire des Oui, manières mais de pour lutter le coup, contre. Pour le coup, on je va pense les que appauvrir. cette mesure, rien ne nous dit que c'est une mesure à long terme. On le remarque, on a des mesures qui sont à court terme. Là, ce sont des mesures immédiates pour C'est ça. pallier à certains problèmes. C'est ça. Peut-être qu'on détecte donc une forme de, j'ai pas envie de dire de pénurie, mais d'insuffisance. Donc pour pallier à ça, immédiatement, on décide de bloquer les exportations jusqu'à ce qu'on trouve des solutions Mais pas- qui seront efficaces à long terme. Mais pour l'instant, c'est pas bloqué. La période n'est pas limitée. Il faut dire, c'est pas bloqué. Non, cette Non, la- interdiction la- vient répondre à un certain problème. Donc ça, c'est sûrement qu'on a Non, il y détecté a une des choses forme sur de des périodes, pénurie hein. ou La d'insuffisance. gasoil, c'est 3 Donc- mois ou je sais plus Mais quoi. pour Alors là, on n'a pas de l'interdiction de précision. l'exportation, On c'est n'a pas pas de précisé. C'est pas précision. précisé. Donc rien ne nous dit que ce sera à long terme ou D'accord. que c'est juste une mesure immédiate. Il faut Non, aussi le compter. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question du plafonnement, parce que c'est vrai qu'on a ce secteur informel qui pose beaucoup de questionnements. Mais on avait évoqué sur ce plateau le fait que la population ira là où c'est moins cher. Très Donc bien. si on arrive déjà à plafonner avec ceux qui sont déjà formalisés, qui sont connus, qui sont traçables, la population n'aura qu'à se diriger vers là où c'est moins cher, là où on sait que les mesures ont été appliquées. Bon, sur la question de l'importation, l'interdiction de l'importation, je pense que c'est vrai que ça n'a pas été mentionné ici, mais pour avoir suivi un peu les explications du porte-parole du gouvernement, en fait, cette décision a été prise vraiment, comme le dit, dans l'urgence pour pouvoir pallier une situation. Aujourd'hui, comme on l'a évoqué, les causes qui sont à la base du fait de renchérissement des prix et autres, tout ça, il y avait le fait même qu'en termes de productivité, il y avait un souci quand même, puisque la météo n'avait pas fonctionné comme il se devait. Donc, il y avait un certain nombre de pénuries. Donc, pour pallier à ça, on veut que les matières les cultures agricoles qui sont sur place déjà puissent servir à la population. C'est vrai que c'est juste pour un temps. Et comme André l'indiquait tout à l'heure, les mesures qui ont été prises à 2 niveaux. Il y a des mesures qu'ils ont appelées des mesures à court terme. Ça veut dire dans l'immédiat que le gouvernement a pris, des mesures vraiment dans l'immédiat qu'ils ont appelées à court terme. Et parmi ces mesures, il y a une autre mesure importante où ils ont dit par exemple le lancement d'un projet pilote avec les coopératives du vivrier dédié à l'acquisition de 15 à 25 véhicules de transport de 20 tonnes. Pour permettre, en tout cas, l'approvisionnement des marchés. La réalisation de 3 marchés de gros, en tout cas un certain nombre de marchés. Et à moyen terme, Moi, par là exemple, aussi, enfin, ils sont je suis venus, pas d'accord, le non. Conseil a adopté des mécanismes de nature à augmenter de façon durable l'offre de produits agricoles et de protéines animales et halieutiques. C'est dire que ces mesures, on les prend tout en travaillant dans le but que, vraiment le plus rapidement possible, on arrive à s'autosuffire sur un certain nombre C'est une forme de de produits, situation en fait. d'urgence. Voilà, On donc y c'est en répond. fait des mesures d'urgence. C'est vrai, comme il le dit, peut-être qu'il serait intéressant quand on essaie de vraiment les mettre dans un calendrier bien, comme pour les défini. autres, on a dit par exemple 3 mois, et avec des mesures d'indemnisation qui vont jusqu'à 55 milliards et autres, tout ça. Il serait quand même bien peut-être qu'on définisse ça dans un cadre. Mais je pense que c'est des mesures, comme on l'a dit, vraiment qu'on a pris dans Par l'urgence. contre, Parce que- le renforcement des surveillances et le contrôle et tout ça, ça doit être vraiment des mesures qui restent vraiment à long terme et pas que des mesures Oui, Alain immédiates. voulait poser une question, Parce je crois. que Non, je voulais juste dire, bon, il faut peut-être des mesures durables. C'est ça. c'est ça. Voilà, Exactement. pour voir l'efficacité. Tout à l'heure, on parlait de faire travailler la jeunesse, etc. Bon, sur la limitation de l'importation, la conséquence, c'est quoi? C'est aussi d'appauvrir les mamans qui exportent, parce que beaucoup ont pour modèle économique d'exporter. Donc, il faut peut-être trouver, je pense, comme on dit, une solution qui ne porte pas préjudice à ces commerçantes-là qui sont essentiellement tournés vers l'approvisionnement de la diaspora. C'est ça. Voilà, vers les Amériques, vers l'Europe et même vers l'Asie. Et je pour crois que c'est en terminer, cela, peut-être qu'on- ce serait Je lance juste un appel, parce que Oui, je allez-y. voulais qu'on fasse la pause. Non, je lance juste un appel, en fait, pour dire qu'on fait ce décryptage
nous sommes des personnes intelligentes, mais il y a un problème au niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste annoncer des mesures et personne ne passe sur les plateaux pour les expliquer. Bien à un sûr. moment, c'est vrai, ce n'est pas un coup de gueule, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui pose problème de venir expliquer dans le détail pour que les Ivoiriens comprennent le sens de ces mesures. Enfin, si les gens nous entendent, qu'ils le fassent. Ça doit être même automatique. On n'a pas besoin d'appeler. De les On est solliciter. content, on regarde France 24, Bah, tout ça, mais bon, enfin, voilà. mais c'est Après, vrai, c'est je vrai. sais pas Bon, vous Ils expliquer attendent de les passer sur RFI, peut-être. Oui, Non, c'est- mais je pense que les mesures ont été annoncées hier. Peut-être Hier, que- exactement. voilà, peut-être aussi qu'on. Ouais, mais- Non, non, c'est vrai. d'accord, Ça a été annoncé hier. Non, donc ça on va justifie voir pas. Paris. Non, je ne justifie pas le fait qu'il ne soit pas là. Mais il faut qu'il on vienne- note quand il même faut que qu'il les vienne nous mesures ont été éclairer. prises hier, ont été annoncées hier. Donc bon, je crois ce que n'est pas peut-être la jusqu'à la première fin fois, de d'ailleurs. peut-être qu'à la fin de On parle cette toi et moi, peut-être qu'à la que fin de cette émission même on aura une D'ici 2 invitation. semaines, on Ben, aura on aucun membre du l'espère. gouvernement ou d'un ministère. ou quoi que Bon, ce je soit prends qui le pari. viendra Je prends le pari avec Bien André. sûr. Il dit d'ici 2 Non, semaines, non, il ne verra après, personne. faut Je expliquer. prends le pari. Non, mais après, il faut expliquer. C'était hier, donc André prend le pari. Que dans 2 semaines, on verra En fait, personne. ils viendront, ils décideront peut-être d'expliquer. Mais peut-être ce n'est qu'ils pas la décideront. première fois qu'on les sollicite pour venir expliquer Bah, ils la décident politique d'aller et où l'action ils du veulent. gouvernement. Voilà. Oui, mais il faut qu'ils Souvent, viennent on aussi. les attend ici. Et ils sont chez viennent les pas autres. ici, ils sont chez les autres. Bon, ils décident Voilà, après. Ils ont des... faut pas avoir Souvent, peur, c'est hein. souvent chez les J'ai autres pas non ici. plus entendu Voilà. beaucoup d'explications. Voilà, une Moi, chose je est sais sûre, pas, je suis pour pas- revenir à l'essentiel, hein, pour l'instant. Pression c'est mise. que- voilà, exactement. Pour l'instant, il faut revenir à l'essentiel. Disons que le gouvernement donc, a réagi. Donc, il y a eu la question de la cherté de la vie. On s'interrogeait donc, concernant donc, la réponse du gouvernement. Elle est tombée, donc elle a été décryptée sur ce plateau-là. Donc, le gouvernement a réagi et pris un certain nombre de mesures. On va observer surtout comment ces mesures se mettent en place et surtout quelles conséquences ces mesures auront sur la consommation et surtout sur la vie des Ivoiriens. On marque une pause, on se retrouve après. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. C'est le décryptage et nous sommes jeudi après la question de la cherté de la vie. Un autre point nous intéresse ce soir dans notre session de décryptage. Et bien celui-là concerne la construction et l'habitat. Et malheureusement, quand ça a été fait, que des immeubles se sont encore effondrés. Donc la réponse du gouvernement. Comment vous l'appréciez, comment vous la jugez sur ce plateau, on en parle. André? Non, mais déjà, la première chose, c'est que le gouvernement a mis aux arrêts les deux propriétaires des deux immeubles qui se sont effondrés. Celui de Trashville et celui d'Angré? Celui d'Angré, donc déjà ça. En plus, les chefs de zone au niveau du ministère de la Construction et de l'Urbanisme ont été suspendus. Et donc, voici des réponses. Et puis après, il y a toutes les autres mesures qu'on connaît très souvent. La brigade qui va faire le contrôle va être un peu plus justement opérationnelle. Les certificats de conformité vont être... Mais en gros, moi je pense, hein, bon, enfin, on peut donner d'abord les mesures avant le commentaire, l'ouverture d'enquêtes et l'exécution d'actions judiciaires à l'encontre des maîtres d'ouvrage, la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs et on laissé poursuivre les travaux. Donc quand vous venez sur un bâtiment, vous mettez à détruire, et puis vous partez, vous revenez, les gens continuent de construire, et vous, en tant que responsable administratif, ça ne vous dit rien, vous laissez continuer. Demain, on va justement, d'après ce que dit le gouvernement, on va mettre en évidence votre responsabilité. Parce que si vous êtes venu mettre à détruire, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme. Donc ça, je pense que ça va amener aussi nos dirigeants, ceux qui sont dans les administrations, à prendre leurs responsabilités. Parce qu'une fois que vous avez constaté un impair, il faut le dénoncer, mais il faut aller au bout. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant comme mesure. Et puis, bon, tous les autres, on l'a dit, hein, enquête concernant l'exécution des travaux, et puis les maîtres d'ouvrage, tout ça, qui très souvent sont laxistes sur, on va dire, la Il disait construction. le gouvernement donc, a décidé d'avoir un regard plus prononcé, un regard plus vif sur la question. Non, mais c'était normal, hein, parce que vous convenez avec moi que ça faisait un peu trop. Franchement, ça faisait un peu trop. Ces effondrements d'immeubles-là, ça faisait quand même un peu trop. Là, on parlait d'environ une cinquantaine d'effondrements il y a de cela 2 à 3 ans. Aujourd'hui, on est dans des effondrements. En l'espace d'une semaine, on a eu 2 effondrements qui ont, effectifs cumulés, conduit à environ 12 décès. C'est excessif, c'est quand même beaucoup. Donc, il était important quand même que le gouvernement réagisse. Que le gouvernement réagisse. Et le gouvernement a pris des mesures allant à des sanctions de responsables administratifs et à la mise en place d'un certain nombre de brigades et autres, tout ça. Moi, je trouve que c'était une bonne décision déjà que le gouvernement a pris. Maintenant, une chose est vraiment de pérenniser, je dirais, de préserver la vie des citoyens.
Parce qu'aujourd'hui, moi je le disais ici il y a quelques jours sur ce plateau, certains vont certainement trouver que j'étais excessif, mais à l'heure actuelle où on est, il y a des immeubles même qui sont habités dont on ne peut pas aujourd'hui garantir que ça s'est fait selon les conditions requises, selon les normes. On ne peut même pas le garantir. Moi, j'ai dit ici sur ce plateau, et ça encore, c'est un appel que je lance, c'est une proposition que je fais au gouvernement. Ça paraîtra peut-être excessif, mais je pense que pour préserver la vie, on peut le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on est, il faut qu'on se donne au moins 6 mois, on gèle tout ce qui est construction de bâtiments, d'immeubles, vraiment, pour que le ministère et ses agents prennent le temps de vérifier, voilà, de faire un audit, comme il le dit si bien, pour voir si les choses ont suivi les normes. C'est excessif. Hein. Oui, on pense. D'autant plus qu'il y a 2 cas de figure. Il y a un immeuble, un bâtiment en construction à Treichville qui s'est effondré, il était en construction, sauf que celui d'Angré, c'est un bâtiment qui était déjà habité. Alors, là où ça va paraître excessif, ce que propose Élysée, c'est qu'on a la possibilité de mettre des mesures qui permettent justement aux agents administratifs de bien suivre les dossiers et de délivrer, j'ai envie de dire, des actes de conformité, des certificats de conformité comme ils l'appellent. Mais ces agents administratifs, sur la base de quoi est-ce qu'ils le délivrent? C'est qu'ils se sont assurés que les travaux puissent continuer. Ils ont fait un suivi, ils ont respecté tous les délais et on délivre ce certificat Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin de geler les constructions. Parce qu'il y a un suivi à ce niveau. Ce qu'il faut faire tout de même, parce que je ne le vois pas dans ces mesures, c'est vraiment faire un audit des immeubles existants. Mais vraiment vérifier leur conformité. Oui, mais quand tu fais l'audit, c'est ce que je suis en train de dire. Pendant que tu es en train de faire l'audit, on n'a pas besoin de geler les constructions, puisqu'on a déjà un organisme. On a déjà un organisme qui va s'occuper de délivrer des certificats. Et si le suivi est fait, ces immeubles-là sont concernés. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on a un ensemble d'immeubles qui est en construction et on a un ensemble d'immeubles qui est habité. Comme toi-même, tu l'as si bien dit tout à l'heure, les 2 immeubles qui se sont écroulés en l'espace d'une semaine, il y a un qui était en construction, que tout le monde a vu, et dont la construction, tiens-toi bien, a démarré depuis 2010 en plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques temps. En fait, je pense qu'on ne s'est pas compris. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le fait d'auditer un immeuble et de vérifier sa conformité n'empêche pas qu'on construise un immeuble, puisqu'on aura délivré un acte de conformité. Ça n'empêche pas. Ces 2 actions sont complémentaires. Bon, geler la construction, je pense que ça n'aura pas d'utilité économique. Parce que les gens ont pour activité principale des promotions immobilières, de construire des maisons, etc. Je pense que pendant 6 mois, si personne. Mais pas en faire aussi des tombeaux ouverts aussi. Oui, les tombeaux ouverts. Pas en faire aussi des tombeaux, en fait. Quand il y a des accidents sur la route, est-ce qu'on ferme l'autoroute? Non, c'est pas la même chose. Ben si, c'est mais la même chose. Mais on retire les permis aux auteurs. On retire les permis aux auteurs. Oui, donc voilà, on a un certain nombre de trucs. D'où les sanctions. Vous ne pouvez plus conduire sans permis. D'où les sanctions individuelles. Non, vous n'avez absolument rien à voir dedans. Alors, donc je vais répondre. Je sais, non, je vais appeler pour rien. Je vais répondre. Je veux dire, on ne va pas tout de suite faire le décryptage de la mesure proposée par Élysée pour le coup. On va mettre beaucoup de temps. Alors, ce que je voulais ajouter, bon, c'est bien les sanctions, le propriétaire, le responsable du contrôle et autres, mais il me semble quand même qu'il y a des lois qui régissent ce domaine, qui dit notamment que pour des constructions de R jusqu'à R+3, c'est la commune qui doit délivrer les permis de construire. Et au-delà de R+3, c'est le district. Pourquoi est-ce que c'est encore le ministère de la Construction qui doit régenter ce secteur-là? Moi, je pense qu'il faut délester ce ministère de toutes ces tracasseries, de toutes ces démarches administratives pour que demain, lorsqu'il y aura un problème, la chaîne de responsabilité soit clairement identifiée et que les sanctions soient prises. Parce que, excusez-moi, mais ici, quand on sanctionne le propriétaire de l'immeuble, et puis qui d'autre qui a été sanctionné? L'agent administratif. Non, les agents d'immeuble ont été interpellés et les responsables de zone, eux, ont été sanctionnés. Voilà. Ont été suspendus de leur fonction. Mais qui délivre l'autorisation? C'est sur la base de quoi ces autorisations Alain, j'ai une question. J'ai une intervention d'un internaute justement qui va nous permettre d'évoluer. Il y a des lois, il y a des... Exactement. Il y a tout ce qu'on fait, mais il y a surtout un mal qui est évoqué, comme Kader Bamba lui dit, c'est la question de la corruption. Oui, mais on l'a déjà évoqué dans cette émission. C'est pour ça que je voulais quand même t'aider à te relancer là-dessus. Il y a une chose aussi à laquelle il faut qu'on revienne. C'est vrai que ces immeubles-là sont tombés, mais on a un gros problème, nous. Aujourd'hui, personne ne peut dire pourquoi ces immeubles sont tombés. En réalité, c'est-à-dire que nous tous, on subodore mais c'est les matériaux utilisés. Voilà, on subodore que c'est les matériaux qui n'ont pas été machin, tout ça, tu vois. Mais je veux dire que
il faut qu'à un certain moment aussi le ministère, c'est pour ça que ce qu'Alain dit est intéressant, se délaisse d'un certain nombre d'actions qui ne sont plus de son ressort, pour que là où, par exemple, la politique de construction ou les conditions de construction, ils puissent penser ça. Je dis que comment on s'assure que là, sur place, on sait à peu près ce qui s'est passé. Ou bien quand quelqu'un interpelle le ministère, on sait, on dit, ah ça c'est le cabinet Intel qui a regardé, qui sait pourquoi il dit, les piliers, il dit ceci, il dit cela. Ce qui manque aussi, c'est qu'on a un problème de méthodologie. Et je pense que c'est pourquoi Kader peut poser la question de la corruption, parce qu'on peut aller sur plein de faisceaux pour expliquer un peu ce qui se passe. On peut parler même des réactions tardives, parce que ça a été dénoncé, donc on n'a pas forcément le personnel pour venir mais parce s'assurer. Un peu à démolir et la démolition, souvent il y a 2 ans. Mais parce que la décentralisation reste juste dans les textes et que ce n'est pas quelque chose qui s'applique au quotidien. Parce que si le maire a le pouvoir effectif de délivrer, par exemple, les permis de construire, il pourra envoyer ses équipes sur la zone que ces équipes-là connaissent. Trècheville, c'est une petite commune. Donc, comment se fait-il que le contrôle des travaux de ce chantier ait pu échapper aux autorités municipales, par exemple? Moi, je veux bien qu'on incrimine les propriétaires, les entreprises et autres, mais la responsabilité de l'État par ses démembrements, notamment les communes et autres, doit quand même être éclairée. Je pense que le débat doit être ouvert. C'est vrai que sur ça, quand même, juste une précision sur ça, c'est vrai qu'il y a la déconcentration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, si on sanctionne les chefs de zone, c'est-à-dire que le pays est administrativement organisé de telle sorte que le ministère de la Construction, même à Abidjan, ce n'est pas le ministre. En fait, il y a une direction régionale qui gère un certain nombre de secteurs. Est-ce qu'on doit littéralement léguer même tout ça aux communes pour avoir un premier niveau de contact avec les usagers? Peut-être c'est une piste. Alors, il y a la question de ce fameux permis d'habitation, ou le permis d'habiter, c'est vous qui décidez. Oui, après les travaux. Après les travaux. Après vérification. Voilà, pour dire aujourd'hui, un immeuble, plutôt peut-être que de geler la construction d'un immeuble, c'est qu'un immeuble ne peut pas être habité aujourd'hui tant qu'on n'a pas délivré un permis d'habiter. Oui, mais ça, c'est... Je crois qu'il faut peut-être qu'on soit un peu explicite, hein, au-delà du fait de geler, parce qu'on a l'impression qu'on dit geler pour geler. Moi, c'était dans le cadre vraiment qu'on mène un audit qui allait permettre, entre-temps, vraiment de préserver quelques vies encore, éventuellement, le temps parce que pendant qu'on est en train de faire tout ça, d'autres sont en train de construire, et Dieu seul sait si vraiment ils construisent selon les normes. Ça, on ne le sait pas. Donc moi, en le disant, c'était déjà qu'on arrête tout. Question de savoir clairement aujourd'hui qui construit, comment il construit, et est-ce qu'il construit selon les normes. Et puis après, on allait certainement redémarrer. C'est juste un temps. C'est vrai qu'Alain évoquait la question économique. Moi, je dis une question économique n'a pas... Et sociale. Et sociale. Voilà, n'a pas plus de valeur pour moi qu'une vie humaine. Oui, mais vous imaginez aujourd'hui... Non, j'explique en fait. J'explique parce que peut-être on peut ne pas m'avoir compris. Maintenant, je peux même quand même d'argumenter. Maintenant, sur la question de la chaîne de responsabilité. Une chose est claire. En réalité, si on doit aller dans le fond, la chaîne de responsabilité doit partir du plus bas niveau jusqu'au sommet, en réalité. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des failles à tous les niveaux pour qu'on en arrive là. Parce que le propriétaire qu'on a arrêté, peut-être que tous les maçons, toutes les personnes qui ont travaillé lui ont donné la certification que tout était dans les normes. Donc lui, il a la maison, on lui dit son immeuble, il n'est pas mal, par exemple. Je dis tout n'importe quoi. Oui. Mais et lui se fait arrêter. Par contre, le gars qui devait peut-être utiliser 10 sacs de ciment, qui en a utilisé 5, il se balade en ce moment. Bien non, sûr. mais au-delà, c'est lui qui a reçu ça. Mais en plus, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas sur les 2 immeubles, ils n'ont pas de permis de construire. Déjà, ça seulement... Ça pose problème. C'est la responsabilité du Le propriétaire. ministre allait plus loin pour reconnaître que 80% des constructions n'avaient pas de permis de construire. Non, si, le taux est pas que le propriétaire. Du propriétaire. Non, je parle déjà du permis de construire. Oui. Après, on peut encore aller Parce qu'on sait et la commune sur laquelle... C'est ça qui est censé mener des contrôles, qui est censé avoir des suivis, qui est censé auditer tout cela. Moi, je n'accuse pas que les propriétaires. On ne peut pas filtrer la bonne foi de certaines personnes. Mais on a un État qui est censé protéger la population, protéger ceux qui bénéficient de certains services et le travail n'est pas fait. Voilà. Je pense qu'effectivement, là, il y a eu un défaut de contrôle et de maîtrise. Tout à fait. Il y a quelques semaines, on parlait ici d'une école primaire qui a dû fermer parce qu'elle n'avait pas d'autorisation, alors que cette école recrutait des enfants par centaines. Depuis des années d'ailleurs. Comment se fait-il que ce type de choses puissent se produire? Donc, pour les bâtiments et autres, je pense qu'à un moment donné, la corruption
il faut Alors, dire basta, on parle, ça suffit. on parle de la corruption, c'est vrai que Au-delà- c'est un mal qu'on connaît et qui perdure, mais il faut prendre des mesures, donc en amont, des mesures qui préviennent ce phénomène Bien de sûr. corruption. Mais derrière, il n'y a pas que le phénomène de corruption. Quand on dit qu'un propriétaire n'a pas de permis de construire et que son immeuble est là, et qu'il existe, et qu'il est habité, là, on ne parle pas de corruption. On parle tout simplement d'un manque de contrôle. C'est Donc ça. la corruption n'intervient pas à Non, tous mais les sur niveaux. ça, Mais non, aussi- non, sur ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que le point fondamental sur lequel nous tous nous devons nous accorder, c'est qu'il faut que l'administration, à un certain moment, se sente responsable d'une série de sûr. choses. C'est Et ça. la responsabilité, c'est de faire les contrôles convenablement. Il ne serait-ce que même, c'est comme le policier qui nous arrête et qui nous demande de mettre la ceinture de sécurité, il ne serait-ce que pour nous-mêmes. C'est vrai qu'on serait un danger pour l'autre, mais il ne serait-ce que... Il faut qu'ils se disent que c'est eux-mêmes qui vont nous protéger. Parce que moi, franchement, si avec 10 000 francs, je peux construire une maison, excusez-moi, je vais m'en construire 4. C'est ça que je veux dire. Donc, à un moment, il faut que l'État et ses responsables prennent des mesures de contrôle. Très bien. Élisée? Ok, d'accord. Moi, je suis d'avis avec André, mais je crois que les responsabilités pour moi sont partagées. C'est vrai que l'État aujourd'hui a sa responsabilité de nous protéger, de prendre un certain nombre de dispositions, mais il ne faut pas perdre de vue que nous-mêmes, on a un souci de civisme, en fait, l'Ivoirien de façon générale. Parce que ce qui s'est passé aussi là, il y a aussi un manque de civisme. Parce que tu ne peux pas décider délibérément de bâtir une maison, alors que tu sais que bâtir une maison, en réalité, il te faut d'abord saisir un conseil technique qui, lui, va faire l'évaluation. Il te faut, deuxièmement, obtenir un permis de construire en bonne et due forme. Tu n'as pas tout ça, mais tu bâtis une maison et tu fais habiter la maison. Donc, il y a aussi un souci de Alors, qui civisme. vous dit que ce propriétaire est éduqué à tout cela? C'est ce que je dis. Donc, il y a un problème de civisme aussi qui est là. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on a notre part de responsabilité. Parce que là aussi, il y a comme je le suivais un témoignage d'un jeune face au ministre, quand le ministre allait visiter le chantier, qui a expliqué qu'à combien de reprises ils ont vu ce chantier-là, ils ont senti même le chantier qui était menaçant, ils ont même saisi les responsables de la construction Ils sont venus une première fois. qui sont repartis, Oui. qui sont revenus, et à la fin même, qui ont dénoncé même ces jeunes-là aux propriétaires pour dire qu'il y a des gens qui viennent dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon et tout ça. Et ça fait même créer des histoires. Donc, tu reviens toujours sur la Mais responsabilité. c'est ce que je suis en train de l'expliquer pour dire que c'est partagé en fait. La responsabilité, l'État, ça c'est clair, l'État doit jouer son rôle de contrôle et de protection. On parle Nous, en tant que citoyens, on doit jouer notre rôle, ou du moins, on doit faire preuve de civisme en fait dans ce qu'on fait. C'est noté, Élisée. Rihanna, il faut intervenir des architectes. L'intervention des architectes est réclamée par exemple par les personnes qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Oui, l'intervention des architectes, c'est vrai, mais pour certains propriétaires, ça peut coûter très cher de suivre, de faire peu suivre comme- tous les mais travaux. c'est par les obligatoire architectes. maintenant. Non, il faut préciser que c'est quelque chose qui fait partie de la Qui est règle. exigé. De la- Oui, Dans, qui est dans la exigé. Oui, réglementation. mais ce que je vous dis, c'est Non, je pourquoi, dis pas pour pourquoi, faire un pourquoi additif est-ce qu'on sort de ce circuit? C'est parce Oui. qu'on estime que c'est vraiment trop cher. Donc Non, non, là, mais il faut justement, également c'est ce que- trouver une alors, solution. c'est une obligation. C'est ce que je veux t'expliquer. En fait, en fonction de la taille des maisons, il y a un forfait. Par exemple, pour celui qui veut faire une maison 3 pièces basses, il y a un forfait qui permet quand même, parce qu'on voit qu'il n'a pas les moyens, mais plus on veut faire un immeuble, plus le niveau d'intervention de l'architecte est important et le montant exigé est plus important. Donc, il y a des graduations. Donc, ça fait que, normalement, pour celui qui veut construire une maison qui équivaut à quelque chose de 10-15 millions, le niveau de prix de l'architecte est adapté Est proportionnel. quand même. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure pendant son propos, c'est qui nous dit que les fameux propriétaires sont éduqués? Quel accompagnement est-ce qu'il y a entre le moment où le propriétaire décide de bâtir sa maison et le moment où il décide de contacter tous les prestataires qui vont l'aider à réaliser ça? Est-ce qu'il est éduqué à tout ce que André vient de dire? Mais quand vous commencez à bâtir un immeuble, vous avez le devoir de vous Parce que de nul vous n'est censé informer. ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer Mais la loi, là, ça on veut dire. revient sur la question du civisme, mais on ne peut pas contrôler le degré de civisme de tous les citoyens. Et Mais c'est justement, là où intervient... Vous parlez de contrôler, justement, Oui. Rihanna. Donc, je vous saisis au mot. Pour l'ensemble de la table, ça va être le dernier tour sur la question. Là, par exemple, on nous dit qu'il y a des immeubles en ce moment. Je crois que c'est 80%. Le chiffre est ahurissant. En tout cas, il y a un pourcentage assez important, entre 40 et 80, 90, non? qui n'ont Oui, pas, presque 90% qui n'ont des pas- immeubles construits en 90. Côte d'Ivoire n'ont qui n'ont pas de permis construire. de construire. Il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ces immeubles-là sont répétés? Si on sait que c'est plus de 80%, ça veut dire qu'ils sont plus ou moins des pétroliers. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces Non. immeubles-là? C'est peut-être des immeubles qu'on habite, nous, là. C'est toujours la même chose. Aujourd'hui, moi, Ça fait peur. non, C'est non, pas- c'est non, vrai, ça fait pas il faut peur. le C'est pas que ça souligner. fasse forcément peur aujourd'hui là. Parce que pour revenir à la proposition d'Élysée, non, un bâtiment qui est construit, qui est mal construit, on peut le remettre aux normes. C'est pas ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le ministère, ils ont identifié, ils ont envoyé ces équipes-là de convoi qui ont dit non, vous, votre bâtiment, on a regardé, on a vu que la maison, son inclinaison par rapport à ceci et cela, etc. Donc, il y a un moment où il faut remettre la maison aux normes. Et ça, c'est faisable. Ça va coûter le prix que ça va coûter, mais c'est des choses qu'on peut faire. Donc, ça veut dire que le fond du problème,
c'est comment on arrive à répertorier toutes ces maisons-là, à mettre les services en mission pour identifier les maisons Alors, qui posent pour problème. les répertorier, je pense qu'il y a déjà une traçabilité si on arrive à donner un chiffre. Mais c'est ce Donc, que je je pense dis. que la question, là, Si c'est on dit il y a vraiment qu'est-ce qu'on 80%, ça veut dire que fait quelque si part, aujourd'hui on sait- on va vers cet immeuble en question et qu'on constate en fait que les briques qui ont été utilisées, parce que Edith en parlait la dernière fois, ne respectent pas le taux de ciment que ça devrait comporter. Excusez-moi, mais on sera, je pense, obligé de détruire l'immeuble. Je pense, ça ne se rattrape Oui, pas par bien le sûr. trou du mur. Exactement. Donc, Remarquez une Mais petite- Voilà. d'accord. Ça passe vite. Grande soirée de décryptage ce soir sur les antennes de Live Talk et de Live TV sur le Live. Vous êtes très nombreux parce qu'on est parti à la pub avec une nouvelle expression qu'on a découverte par le trou du mur. C'est bon. Très bien. Grande soirée de décryptage, je vous le disais. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous regarder à la télévision et sur nos pages des réseaux sociaux. Vos différentes réactions sont reçues et on les propose. Donc, on partage donc vos réactions sur nos pages. Donc, soyez nombreux. Quelqu'un aurait dit quelque part, mettez les cœurs. Bon, ceci dit, on va aborder un autre point. Celui-là concerne notre fédération ivoirienne de football. Un processus électoral... j'ai envie de dire, encore suspendu. Élisée Bologbé, que se passe-t-il à la Casa de la FIFA? Vous vous rappelez les souvenirs? Ben, il faut dire qu'il y a quelques semaines de cela, après l'AG, il y a eu une AG à l'issue de laquelle le processus électoral a été ouvert, à savoir que les candidats, ceux qui souhaitaient prendre la tête de la FIFA, viennent s'inscrire. Et pendant que ce processus était en cours, le CONOR, par la voix de sa présidente, a convoqué les présidents du club à l'issue, suite à un courrier qu'elle aurait reçu de la FIFA. Et dans ce courrier, la FIFA indiquait que les conditions qui avaient été émises pour les élections ne respectaient pas la norme au niveau de la FIFA, notamment la question des parrainages. Parce que dans les normes, l'AG avait retenu qu'il fallait avoir 8 parrainages. 8 parrainages, dont je crois 3 au niveau de la Ligue 1 et ainsi de suite. Et la FIFA, selon le courrier, souhaite qu'à défaut de ne pas avoir de parrainage complètement, qu'on en retienne juste 4 et peu importe la division. Donc les présidents du club, bien évidemment, ont estimé, surtout de Ligue 1, ont estimé que c'était la goutte d'eau de trop et qu'eux, personnellement, trouvaient que c'était aller un peu loin dans la mesure où on s'était accordé sur quelque chose et qu'aujourd'hui, on vient nous dire que ce n'est pas ça. Donc, on trouvait que ce n'était pas normal. Permettez-moi, en tant que novice du football, de comprendre ces explications. Allons-y. À un moment donné, on dit à des personnes, Oui. réunissez-vous et sortez-nous quelque chose de consensuel. C'est ça. Les personnes proposent un élément, un premier document D'accord. qui est regardé par la FIFA, qui apporte quelques amendements. Et le document, il est revu, Oui. on le propose à nouveau, et la FIFA dit non, finalement, ce document, il n'est pas recevable. C'est comme ça que ça C'est comme ça que ça s'est passé, mais justement, il y a un problème. Parce que, et là, moi, je dirais de façon claire, la responsabilité de la situation qu'on vit actuellement, pour moi, en grande partie due au CONOR. Parce que dans le courrier de la FIFA, il est bien mentionné que la FIFA avait déjà prévenu sur la question des parrainages. Mais il savait qu'à l'AG, cela n'a pas été explicitement dit au président du club. Donc les présidents du club, justement, ils sont allés sur la base de ce qu'ils savent, de ce qu'on leur a dit. Ça n'a Donc, pas été dit ou ça n'a pas dit Moi- explicitement? Moi, Ça n'a pas été dit. Je ne suis Ça- pas d'accord. ça- Je ça- ne pense pas que c'est une affaire de CONOR. Moi, je pense que c'est plutôt une affaire de FIFA et CAF et une affaire d'un mauvais perdant Non, mais est-ce parmi les que candidats. tu as compris ce que j'ai dit justement? Oui, mais vas-y, c'est quoi la différence de ce que j'ai dit? Non, quand tu dis que ce n'est pas une affaire de CONOR, qu'est-ce que moi j'ai dit par rapport Je dis que que c'est pas une affaire de CONOR, c'est une affaire de FIFA. Bah écoutez, allez-y, on va progresser. On va voilà. arrêter de Non, poser mais des si questions. je réponds, Oui, mais vous êtes là, oui. c'est qu'est-ce pas que- une affaire de on va CONOR, progresser, c'est s'il une vous plaît, affaire de monsieur. FIFA pour Oui, la alors simple pourquoi, raison oui. que l'Assemblée générale a produit son texte, ça date de longtemps. C'est-à-dire que la CAF et la FIFA auraient pu réagir Depuis à très la longtemps. fin de l'Assemblée générale. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand l'Assemblée générale est finie, la FIFA, par exemple, si c'est un texte qui n'est pas en conformité avec les associations, et puis c'est juste qu'ils sont affiliés à la FIFA dit non, vous venez de faire une Assemblée générale, votre texte est un peu bizarre, je ne suis pas d'accord. Il a fallu qu'on ouvre la période électorale, que des gens se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas avoir les 8 parrainages pour que tout de suite, on actionne la c'est des FIFA. criez au sous-entendus. C'est des complot. sous-entendus.
Oui, mais moi, je fais une analyse. Je pense c'est que pas ce bien. à quoi il faut crier, c'est un peu à l'infantilisation même de la Bien FIF. sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FIF n'est plus, j'ai envie de dire, indépendante, ne peut plus gérer, parce que ce qu'on lit, c'est que la FIF ne peut pas elle-même gérer ses problèmes. Pour qui est là le CONOR ? Le CONOR est là normalement pour accompagner ses présidents de club, parce qu'après son départ, on estime qu'on aura un comité exécutif qui sera à même de travailler. On était censé avoir une forme de nettoyage qui était censée durer jusqu'à décembre. On a eu une forme de prorogation de la date de fin qui a suscité pas mal de commentaires, de préoccupations et tout ça. Et là, on se rend compte qu'encore une fois, on a l'impression, en tout cas, ce qui se dessine, c'est une forme de prorogation encore pour régler ou pallier à ce problème avant d'organiser des élections. Alors, Mais ce problème, comme il le dit, aurait pu être énoncé depuis bien longtemps. On aurait pu travailler dessus avant d'ouvrir la session électorale. Vous parlez d'infantilisation, mais je veux dire, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que cette FIF-là elle-même avait des problèmes d'organisation. Oui, et le CONOR vient être cette solution, Oui. non pas ce frein au développement de la FIF. Mais alors, pourquoi vous pensez que le CONOR est ce frein, Alain Toussaint? Écoutez, moi, je suis vraiment choqué par ce qui se passe en ce moment. Je crois que le football ivoirien est placé sous tutelle de la FIFA. Totalement. Et Mme Gabala est à notre football ce que M. Shaw a été entre 2010 et les élections. Voilà, elle a été choisie par la communauté internationale du foot pour ramener de l'ordre dans un pays qui s'appelle la FIF, organiser des élections. Mais il se trouve que les choses ne vont pas comme ses commanditaires l'auraient souhaité. À un moment donné, ça suffit. Dans ce pays, avant les présidents qui sont actuellement en place à la FIF, il y a quand même eu d'autres présidents, Amani Goli, Brice Ouabi, dans un contexte où il n'y avait pas forcément plus d'argent dans le pays et la fédération de football fonctionnait bien. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Rana a parlé de l'infantilisation, c'est exactement cela. Et moi, je voulais vraiment, excusez-moi, une petite minute, en appeler au chef de l'État pour mettre fin à ce bazar. Parce qu'on nous dit que quand une fédération a des problèmes et que le politique s'en mêle, la FIFA suspend le pays. Mais attendez, en Russie, qu'est-ce qui s'est passé? La FIFA fait de la politique quand elle suspend l'équipe nationale de Russie, quand elle ferme la fédération, quand le comité international olympique et autres fait de la politique. Donc, à un moment donné, le gouvernement est le propriétaire des stades en Côte d'Ivoire. C'est lui qui investit de l'argent. La FIFA a déjà bâti combien de stades en Côte d'Ivoire? Donc, à un moment donné, il faut que le gouvernement mette de l'ordre dans ce secteur du football ivoirien. Il y en a marre de ces palabres. On a eu une équipe nationale qui n'a pas été capable de franchir les huitièmes de finale à la CAN et cela ne meut personne. Dans moins de 15 mois, on aura la CAN 2023 à abriter. Donc il faut encore un défi économique, sportif, etc. Et puis là, on est dans les petites chamailleries de cours de récréation avec qui va être président de la FIF, etc. Le gouvernement, le ministre des Sports, le Premier ministre, le chef de l'État doivent prendre leurs responsabilités pour mettre fin à cette récréation. Ça suffit comme ça. Sauf que D'accord. tout ça, Alors, t'as quand bien on écouté, finit de c'est dire pas tout ça, possible. quand on finit tout ça, après les analyses, moi je vois bien qu'on évolue sur aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait. Mais c'est ce que j'ai dit. On a déjà noté On le sonne moment. la fin de la récréation, FIFA ou pas, le président doit appeler les uns et les autres pour dire écoutez, maintenant ça suffit comme ça. Moi j'ai un événement, j'ai l'Afrique que le monde a accueilli en 2023. Vous me désignez un président de fédération et puis on se met à préparer la CAN, c'est tout. Je ne suis pas en train de dire après que c'est très dictateur. Ben non, c'est lui qui finance le foot, c'est l'État qui finance les stades et autres, mais qu'est-ce qu'il veut, la En fédération réalité, a c'est quel ce qui se argent? passe un peu, mais Oui. tout ça se fait sous le D'une Voilà. institution qui s'appelle la FIFA. ça se fait dans l'antichambre. Voilà. Moi, je voudrais quand même revenir sur... je pense que le fond du sujet, c'est pourquoi on arrête le processus. La FIFA nous dit que le système de parrainage peut être supprimé. Je voudrais qu'on me donne vraiment une minute pour donner les conditions de l'élection du président de la Fédération française de football. La FIFA et ceux qui soutiennent la FIFA, parce que tout ça c'est orchestré, sont en train de nous créer le bazar. C'est eux, c'est pas l'État, c'est pas... Pour élire le président de la Fédération française de football, voici l'un des critères. Le candidat doit présenter 10 parrainages. Le président de la Fédération française de football. Et ces parrainages doivent être ceux des présidents de ligue, présidents de district, de clubs professionnels ou de membres de la haute autorité du football. Avec quelques subtilités. Impossible d'avoir plus de 3 parrainages provenant de la même ligue ou de la même haute autorité. Impossible aussi de se faire parrainer par un club professionnel dans lequel on exerce des fonctions. À noter qu'un parrain peut parrainer jusqu'à 3 listes différentes. D'où vient que la FIFA peut écrire en Côte d'Ivoire, nous dit, mettons 6 parrainages et à la limite, supprimons le parrainage. Mettons 4 parrainages et à la limite, supprimons le parrainage. Parce qu'il y en Il a faut que trop. les gens arrêtent.
Dans tous les autres pays du monde, dans beaucoup de pays, le parrainage est le cas de la France. Et la FIFA n'a pas écrit à la France pour raconter que le parrainage est antidémocratique. Est-ce que la France était sous contrôle? Permettez-moi. Non, la question, ce n'est pas le fait qu'on soit sous Connor. Les textes qui viennent d'être votés, c'est ces textes-là qui vont régir la FIFA après l'élection. Sauf que la FIFA nous dit que le fait d'avoir 8 parrainages, c'est antidémocratique. Mais en France, il y a 10 parrainages et les parrains sont catégorisés. Puisqu'il faut des présidents des ligues, il ne faut pas en choisir un même dans la même ligue, etc. Donc, c'est quoi ce... Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures. Je rejoins Ariana. On infantilise et avec le soutien de certains de nos compatriotes, suivez mon regard. Élisée Bolougou. Ok, d'accord. Le foot déchaîne les passions. Et c'est normal parce que c'est l'une des choses dans lesquelles tout le monde se retrouve. Moi, je pense, avant vraiment d'aller dans le fond, qu'il est important quand même qu'on éclaire la lanterne des Ivoiriens. Moi, je veux qu'on soit ferme sur une chose. Vous savez, dans tout système où on doit élire un président, il y a forcément des conditions d'éligibilité. Qu'on le veut oui ou non. Le fait même d'avoir des conditions d'éligibilité, là, ça élimine de facto certaines personnes, certains citoyens qui normalement devaient avoir droit. La preuve, la présidence de la République de Côte d'Ivoire, il y a des critères. Si tu ne remplis pas ces critères, tu n'es pas président. C'est pourquoi Élisée Bolougou n'est pas candidat. Il ne fait pas d'affiche. Parce qu'il ne remplit pas ces critères. Donc, en réalité, il y a toujours des critères. Et les critères ne sont pas faits à la taille de quelqu'un ou à la mesure de quelqu'un. Ça, il faut qu'on le comprenne aussi. Et puis, une organisation est régie par ses membres. C'est ses membres qui l'animent. Moi, je dis aujourd'hui, on fait trop de passion autour de cette histoire. La Fédération ivoirienne de football a 81 acteurs qui votent. Les 81, là, ils disent... Nous, voilà ce que nous on estime bon pour notre association. Moi, Élisée Bolougou, je ne suis pas président du club. Je ne suis donc pas membre de la FIFA. Je n'ai pas allé dire non, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon, mettez dedans. Non, mais moi, je n'ai rien à y avoir. Si eux décident que c'est comme ça, on regarde dans la lumière de la FIFA. Visiblement, à écouter ce qu'André est en train de dire, mais la question de parrainage, pour moi, ne doit même pas être un problème, dans la mesure où c'est accepté. Et c'est même fait ailleurs. Kader Bamba nous dit qu'il veut utiliser cette histoire de parrainage pour éliminer ceux qu'ils ne veulent pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est le principe même des élections. Quand vous dites on veut éliminer quelqu'un, mais attends. Déjà, mais le fait d'établir des critères, c'est éliminer des gens. Souvent, on dit, par exemple, il faut plus de 75 ans, moins de 75 ans. On estime que c'est éliminé. Mais on élimine des gens. Mais c'est la règle. On dit, bon, celui qui veut être candidat à la présidence doit payer 50 millions. Je n'ai pas 50 millions, je suis déjà éliminé de facto. Donc, c'est des critères qu'on émet. Moi, je crois qu'à un moment, il faut que tous ceux qui veulent même diriger la fédération et les acteurs du football comprennent qu'on a un enjeu important au niveau national, qui est la CAN qui aura lieu d'ici quelques mois. Donc, à cause de la CAN, on peut faire taire nos égos et puis essayer de ramener l'ordre, de ramener le calme dans la case. Parce que ce qu'on ne sait pas, si on reste dans ces guéguerres et que la chose se poursuit, même ça, je ne dirais pas que je l'ai reçu de la CAF ou de la FIFA, mais même l'organisation de la CAN, je peux dire que ça peut être un pointillé. Parce qu'arrivé un moment, vous n'avez aucune fédération. Vous n'avez juste un comité de... On a le Conan. Je suis d'accord. Vous avez un comité de normalisation, mais on sent que les choses se bloquent. Les clubs, par exemple, décident de ne plus jouer au foot. C'est-à-dire de ne plus jouer parce qu'ils estiment qu'ils sont infantisés par la FIFA. Mais il n'y a plus de foot. Donc la FIFA fait quoi dans le pays? Il n'y a plus de foot. Donc il y a tout ça, c'est des menaces réelles. Donc il est bon un moment qu'on laisse tomber les égos et qu'on aille à l'essentiel. Si les 81 acteurs du football ivoirien disent que nous, pour avoir notre président, il faut que le président il soit manchot ou bien qu'il ait des ailes pour voler, bon, laissons-les avec le président qui doit avoir des ailes ou qui doit être manchot et puis on évolue. J'ai une question pour vous, André, de la part d'un internaute, et j'aimerais bien que vous lui répondiez. Ange Landry Tigoué nous dit, Monsieur Bois, les parrainages ne sont pas catégorisés. Vous venez de lire en lisant les dispositions en France, donc arrêtez vos interprétations légères de la situation. Mais comment c'est pas catégorisé? Et pourquoi léger en plus? Non, mais c'est pas grave. Moi, je préfère qu'il donne son avis, même si je trouve que son avis n'est pas très pertinent. C'est pas grave, c'est un jugement. On dit le parrainage, ce sont les présidents de ligue. Et les présidents de district, c'est comme nous. On dit le parrainage, c'est 3 clubs de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Un club de machin, un club de ça, c'est ça. Donc, c'est ces catégories-là. Et donc là, quand on vous dit, il y a la ligue, les présidents de ligue, de district, les clubs professionnels ou des membres de la haute autorité. Mais on vous dit, en plus, dans ça, vous ne pouvez pas aller prendre vos 10 membres, le président de ligue, dans une seule ligue. Voilà.
Tu parles même 3 dans le... C'est ça dans- qu'on vous dit. Catégorisé. Vous êtes obligé de dire, je vais prendre un dans la Ligue du Nord, je prends 2 dans la Ligue du Nord, je prends 2 dans la Ligue du Sud. Je prends 3. Donc c'est ça, c'est des catégories. Moi, je pense tout C'est ça. simplement que... Alors, c'est- justement, ouais. certains pensent qu'il faut en prendre 4. Oui, certains pensent qu'il faut en prendre 4, mais voilà que c'est eux qui pensent qu'ils doivent prendre 4 là. C'est pas eux qui Les organisent clubs le ont football. décidé. Non, Les mais clubs, il ils faut sont pas- allés à l'Assemblée je pense qu'il générale, faut ils pas- disent... Il ne faut pas s'arrêter sur ces détails-là. Il faut tout simplement regarder ce qui se passe autour. C'est simple. Ça fait, je veux dire, c'est pas hier qu'a été prise la décision d'avoir 8 parrainages. Mais merci. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que c'est autant urgent au point où il faut mettre fin ou suspendre le processus électoral? Alors, ça n'a absolument aucun sens. Quand on a un comité Est-ce de qu'on est- normalisation qui est là depuis plus d'une année Je te coupe pas la parole. et qu'on fonctionne comme ça, ce n'est pas à la veille ce n'est pas quand les élections sont ouvertes, quand le processus a commencé, te coupe que pas la parole. ça devient urgent. à quelle fin pensez-vous que la CAF et la FIFA font, Mais au fin qu'on font-elles cela? observera dans quelques Non, mais temps. pour favoriser un candidat. Lequel, par exemple? Par exemple, Didier Drogba. Kader Bamba nous dit tout le pays ne peut pas décider de l'avenir du football ivoirien. Mais c'est de ça qu'on parle. On est 80, il y a 81 acteurs, c'est eux qui cotisent, c'est eux qui, comment on appelle ça, animent le football en Côte d'Ivoire. C'est pas 28 millions d'Ivoiriens. Donc ces 81 là sont allés en Assemblée générale. Ils sont à l'Assemblée générale, ils disent, pour que désormais on ait un président, voici ce que nous on pense être normal. Ils s'accordent là-dessus. Et puis bon, quelqu'un qui est assis à Zurich, il dit non, moi quand je regarde là, non, vous ne pouvez pas faire 8, vous pouvez faire 4. Moi, je crois Mais arrivé à un certain moment aussi, là, il faut Non, mais qu'ils descendent dans l'arène pour comprendre aussi la situation des uns il et faut des surtout autres. répondre à ça que comment dire, le comité international qui est en train de se jouer fort régulateur du football ivoirien ne peut pas mieux décider de ce qui est bon pour le football ivoirien que les acteurs même qui sont concernés. Donc à un moment, il faut écouter ces acteurs-là et prendre en considération ce qu'ils évoquent également. on disait cela pour la politique, donc laissez un peu, parce que la communauté internationale du football... Vous n'allez pas nous ramener les Tchoï. Vous n'allez pas nous ramener C'est l'exemple de Tchoï. le gouvernement doit mettre fin à la récréation. Monsieur le Président de la D'accord, République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports, mettez fin à ce bazar. Choisissez, rencontrez les acteurs et puis que les Mais élections aient après, lieu, qu'on passe à autre après, chose. on va vous parler encore d'ingérence de la politique. dans le Justement, sport. la FIFA fait quoi en Russie et en Ukraine? Là, c'est la Russie. Non, mais On vous a bien compris, aller Alain. dans le sens d'Alain, c'est que, en général, dans le football, c'est les candidats par consensus. C'est Vous ça. savez, tout ça, on parle de tout ça aujourd'hui. C'est là où Alain a sans doute raison. Ça veut dire que dans l'antichambre, les candidats peuvent se parler, les présidents de la République peuvent parler. Ce que la FIFA ne veut pas, c'est qu'on vienne faire un communiqué en Conseil des C'est ministres ça. pour dire qu'on a choisi tel candidat. C'est ce Oui, qu'ils ne veulent pas. bien sûr. Mais si on a appelé quelqu'un dans l'antichambre qui n'est su de personne et qu'on a décidé, c'est comme quand on a dit que Jacques Anoma, on lui a demandé de retirer sa candidature. Bon, voilà, il y a des gens qui ont dû appeler à gauche. Mais d'ailleurs, même, je vais Donc, même pas loin. pense que Quand le CONOR, en décembre, quand le CONOR devait proroger, ils ont vu qu'ils n'allaient pas organiser les élections. Mais elle s'est rendue à aller voir le président, elle a fait le point Bien de sûr. la situation au président. Voilà. Pourquoi Ah, même, je suis Parce qu'elle d'accord. savait qu'elle connaît les implications. Alors, Voilà, next au step, plus haut sommet. en ce moment, c'est quoi? La prochaine étape, Non, ce sera- le procès est suspendu. on attend. Donc, la FIFA demande que les clubs, les acteurs du football ivoirien se retrouvent pour réexaminer et comment on appelle ça? Alors, 4 Je figures voudrais- numéro 1, Mais ils ça, réexaminent, ils disent ce qu'on a dit la première fois. préciser quand même une chose. Hein. Il s'agit quand même de 2 personnes, de Véron Mosengo, qui est le secrétaire général de la FIF, et De la CAF, de la CAF. de De la la CAF, CAF, ouais. Et de Gianni Infantino. de- Non, Qui de nous la CAF, de la infantilise. CAF. et de la secrétaire générale, la sénégalaise, qui est secrétaire générale de la FIFA. C'est ces deux-là. Parce que je ne suis même pas convaincu que c'est toute la CAF. Parce que franchement, comment des parrainages qui existent ailleurs, eux, ils peuvent écrire sérieusement dans un papier Pour changer. que la Côte d'Ivoire doit l'annuler. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous tous, on doit se poser la question. Il ne s'agit pas de choisir un candidat ou bien d'être contre un candidat. Moi, où je suis, franchement, j'ai tellement adoré Didier Drogba, ce qu'il a fait, que j'aimerais qu'il dirige la FIF. Mais ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'il répond aux critères? Est-ce qu'il se donne les moyens de convaincre ces 81-là pour qu'ils le parrainent? C'est de ça qu'il s'agit. Non, parce que je lis ici certains internautes qui disaient, par exemple, qu'à propos des parrainages, je vais même les citer, je pense retrouver, qu'ils estiment que ces parrainages, Mokhtar Saganogo, M. Bois, les parrainages en Côte d'Ivoire, actuellement, à cause de ces élections, ne sont plus fiables. Oui, mais c'est un problème qu'on aurait pu voir avant et pas quand le processus électoral est entamé. Donc Tu vois, ça en fait, perd sa en fait, pertinence. ce qu'ils prennent comme Ça argument, perd toute sa ils disent que pertinence. si on veut aller sur la base de 8 parrainages, à savoir 3 en Ligue 1 et puis les autres au fur et à mesure pour aboutir à 8, il va falloir qu'on ait comme candidat à la présidence au moins 3 ou 2 personnes. Parce que si on, lorsqu'on a ouvert le processus électoral, il y a déjà 7 personnes qui veulent être candidats. Qui veulent être candidates, pardon. Donc si ces 7-là doivent avoir 3 en Ligue 1, alors que notre championnat n'a que 4, la Ligue 1 n'a que 14 équipes,
Donc ça veut dire déjà même de facto, en tenant compte des 7 candidats, on ne pourra pas avoir les parrainages qu'il faut parce que le même club va parrainer 2 candidats. Oui, mais donc, je dis que c'est l'argumentaire qu'ils ont avancé. Je ne dis pas que je suis d'accord avec. Je dis que c'est une bonne chose, puisque le but de tout ça aussi, c'est de limiter les candidats. Mais c'est ce que je veux dire. Je veux dire que la responsabilité... Après, encore, cette situation-là permet à de nouvelles candidatures d'être suscitées. Ouais. Non, parce que la responsabilité de trouver des parrainages n'incombe pas à l'institut qui organise les élections. C'est au candidat. Quand on dit que celui qui veut être, par exemple, président de la République doit avoir un parrainage. Mais ce n'est pas la CEI qui va aller chercher tes parrains pour toi, pas du tout. C'est toi qui, par tes arguments, arrive à avoir tes parrains. Parce que M. Saganogo nous dit, par exemple, oui, les clubs vont juger... attends, je lis son commentaire pour être plus précis. Les présidents des clubs choisissent qui parrainer à cause de leurs affinités et non pour le bien de leurs joueurs. Mais c'est leur droit. Mais c'est pas le droit. Il est président de club. Donc c'est au candidat de convaincre et de se trouver les bonnes affinités. Mais moi, il y a une seule réponse à tout ça. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les animateurs du football ivoirien, ceux-là qui du matin prennent leurs investissements et qu'ils mettent dans le football, qui essaient de donner aux jeunes footballeurs, aux jeunes ivoiriens une carrière. Ceux-là, c'est eux en réalité qu'on doit écouter. Tout ce bavardage même qu'on est en train de faire, que tous les Ivoiriens sont en train de faire dans les cabarets là. Mais moi, je ne mets pas mon argent dans le football. Je ne mets pas de club. Mais ceux qui prennent toutes leurs finances, leurs investissements qui sont dans le football, mais il faut qu'on les écoute. Ce qu'ils disent là, il ne faut pas qu'on méprise ça. Il faut qu'on ait au moins une oreille attentive et qu'on comprenne. Maintenant, quand on finit de dire ça, on se dit, bon, ok, on a fini de dire tout ça, mais il ne faut pas qu'on perde de fil, qu'on ait un enjeu capital qui aura lieu d'ici 15 mois. Donc, pour cet enjeu-là, il y a nécessité qu'on fasse tomber nos égos. Et puis, bon, on devient un peu plus responsable et on essaie de faire avancer les choses. D'où l'appel au chef de l'État. Voilà, c'est bien noté. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est que, vous disiez, on va encore regarder du côté de la FIF pour savoir ce que les prochains jours vont nous démontrer et puis quelles décisions vont sortir de cette situation. En tout cas, pour l'instant, il faut retenir que le processus est suspendu. Et... ah tiens, je termine pour vous, André, parce que j'ai beaucoup de... Oui, j'aime bien. Yves Constantin Kouakou nous dit, dites André Boy que la FIFA n'a pas interdit le parrainage. C'est un journaliste. Il faut qu'il s'y renseigne. Qu'est-ce qu'ils disent? On a lu le courrier. Enfin, les amis, nous, on a la vous dites qu'on n'est pas suffisamment informé. Je pense pas que tu aurais dû énerver André. Non, mais je veux bien, à un moment donné, qu'on explique aussi. Voilà. La FIFA a écrit un courrier. Et dans le courrier, c'est très clair. Ils disent, eux, ce qu'ils avaient conseillé dans un premier temps, c'était de prendre 4 parrainages. Ou à la limite de supprimer même le parrainage. C'est ça. C'est eux, les gars de la FIFA qui l'ont dit. Ce n'est pas une interprétation. Alors, monsieur, le courrier est disponible. Alors, c'est important. Le courrier est disponible, monsieur Constantin Yves Kouakou. Le courrier est disponible, ce n'est pas André Boy qui le dit. Donc, je tenais bien à lire votre commentaire pour qu'André Boy ait l'occasion de vous expliquer peut-être que vous n'aviez pas l'information. Sur ce, je voulais quand même insister sur un fait, c'est la neutralité de l'AFTV concernant ces élections. Oui. Nous avons un plateau, donc nous avons besoin de débattre de l'ensemble des questions. Il n'est pas question, justement, que l'AFTV ait pris parti ou prenne parti. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rappeler que nous avons invité, nous invitons d'ailleurs tous les candidats, donc toutes les personnes, tous les acteurs de ce monde-là qui souhaitent s'exprimer sur cette question-là, et bien ils sont les bienvenus sur notre plateau et nous insistons sur ce fait-là. Sur ce, on va aborder un dernier point de notre décryptage ce soir. Eh bien, c'est un hommage pour terminer donc ce rendez-vous. Un hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, donc au feu ministre Ahmed Bakayoko. Et on l'a dit hier encore une fois sur ce plateau, en compagnie de M. Konadje, le docteur Konadje, qui avait sorti donc la biographie donc, de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On est bien pour nous. Il reste dans nos cœurs, il reste très vivace encore dans nos cœurs. Alain, André. Oui, je pense que vous avez utilisé le mot, c'est-à-dire que l'étoile d'État, comme on le surnommait, s'est éteinte, mais son souvenir, sa mémoire continue d'éclairer nos cœurs. C'était un patriote, c'était un homme de valeur qui a forcément impacté le pays par son engagement. Il était affilié peut-être à un parti politique, mais il était en réalité proche de l'ensemble des Ivoiriens. Et son souvenir est vivace dans nos esprits. Et moi, je pense que c'est une journée particulière qui pourrait même être une journée de la jeunesse. Voilà, parce qu'il était très proche des jeunes. C'était son engagement, oui. Exactement. C'était son engagement. On retiendra en tout cas, et on le lit même dans le livre qui est si bien rédigé, que c'était un homme qui était très libre d'esprit, mais à la fois très déterminé. Et c'est un parcours qui en inspire
plus d'un, et Alain le souligne très bien, c'est toute une jeunesse qui est inspirée et impactée donc, par la vie de l'ex-premier ministre. Non, mais là, Ahmed Bakayoko, quand on regarde son histoire, c'est dire qu'il faut y croire. Il ne faut jamais lâcher. On a pu avoir des handicaps ou des personnes qui ont pu peut-être vous dissuader d'avancer. On voit bien qu'à travers sa trajectoire, il n'a jamais regardé toutes ces petites choses-là. Et quand on lit cette biographie dont parlait à l'instant Ayana, on se rend compte que il a vécu 1000 vies et il ne peut que continuer de nous marquer parce que la nation est si jeune et en même temps, il a participé pour plus de la moitié presque de notre vie récente. Donc ça fait que c'est quelqu'un qui marque véritablement, j'allais dire, la conscience nationale. Donc ce n'est pas surfait ce que moi j'observe là, toutes ces prières, ces hommages, c'est vraiment mérité. Parce qu'on a pu être en désaccord d'un point de vue idéologique avec, entre nous, les différents partis, mais tous se réunissent autour des qualités de cet homme. Je pense que c'est totalement mérité. Moi, je crois que Ahmed Bakayoko, si je dois le définir, c'est à travers cet adage qui dit que vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Ahmed Bakayoko, c'est vrai, n'était pas favorisé par la nature, n'était pas favorisé en tout cas par la situation de sa famille, mais est arrivé à se hisser au sommet de l'État, par le travail, par la détermination, par la volonté. Je pense que c'est des valeurs qui doivent être enseignées à la jeunesse et dont la jeunesse doit pouvoir s'inspirer. Parce qu'il nous montre là qu'on peut partir du bas de l'échelle et arriver au sommet, pourvu qu'on se mette au travail. Mais mieux, quand on est arrivé à un certain niveau, seul le travail peut vous permettre de vous distinguer. Parce que, comme je le disais hier sur ce plateau ici, nombreux sont les Ivoiriens qui n'auraient pas parié un rond lorsqu'on nommait Ahmed Bakayoko à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais aujourd'hui, selon ceux-là même qui sont les analystes même de la situation politique en Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui, dans les annales, l'un des meilleurs ministres de l'Intérieur que la Côte d'Ivoire ait eu. Il est allé à la défense, on a vu ce qu'il a fait à la défense, on a vu comment il a réussi à calmer une armée qui était vraiment devenue bruyante. Il a ramené cette armée-là à devenir muette et à pouvoir créer la confiance avec la population. Je me dis qu'à ce niveau-là, c'est des exemples, c'est des éléments qui doivent pouvoir servir de modèle à la jeunesse et dont la jeunesse va pouvoir s'inspirer pour pouvoir se tracer un chemin. Très bien. En tout cas, on va profiter de cette occasion-là encore une fois pour témoigner tout notre soutien donc, à la famille de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, à tous les Ivoiriens de la part de Live TV et prier justement, en tout cas faire monter nos prières pour que de là-haut, il puisse continuer donc à veiller sur nous et que l'Éternel le garde auprès de lui. Sur ce, on va terminer cette émission avec cet hommage-là en musique, Étoile d'État. Ah, c'est bien ça. Non, c'est pas la chanson. La chanson, ils font n'importe quoi. C'est pas cette chanson-là. C'est pas cette chanson. Il faut aucun effort. Dominique Okemba, Papi Tolas, Papi Kake la Foudre, Beldana Toulouse, Lucie Aïkouli. Le 27, le 28, chérie, locataire à l'otaka, kololo pango, pokola laissi les lignes, kondo senga konfona, un plaisir et fouti, on aura choisi une musique justement de Koffi Olomidé, on n'a pas choisi la musique d'hommage Étoile d'État, mais on a choisi une musique de Koffi Olomidé pour dire qu'il représentait ce soutien, on l'a vu pour les artistes en Côte d'Ivoire, pour le reste du monde. Ahmed Bakayoko aura été ce grand mécène et ce grand soutien à la culture africaine et mondiale tout simplement. Et par la voix de Koffi Olomidé ce soir, en tout cas cette musique-là, pour ces images, je crois qu'on a voulu mettre en exergue, ce sont quelques images donc, du Premier ministre Ahmed Bakayoko, ces images-là qui restent dans nos cœurs. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve lundi pour un autre rendez-vous du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Demain, vous retrouvez Connie et ses girls sur ce même plateau-là pour le Live Weekend. Ce sera fun.